Bonjour, on va commencer le chapitre d'arthrologie par un complexe articulaire qui est le complexe articulaire de l'épaule. L'épaule est un ensemble articulaire qui assure le lien entre le thorax et le membre thoracique. Il va assurer l'orientation spatiale du membre thoracique. En fait, c'est un complexe qui est composé de 5 articulations, 3 vraies articulations et 2 espaces de glissement. La principale articulation est l'articulation scapulo-humérale qu'on va voir aujourd'hui. On l'appelle également articulation gluno-humérale qui va unir la scapula à la tête humérale. La deuxième articulation, c'est l'articulation sterno-costo-claviculaire qui va unir donc le sternum à l'extrémité médiale de la clavicule. La troisième vraie articulation, c'est l'articulation acromioclaviculaire qui va être entre l'extrémité latérale de la clavicule et l'acromion. Deux surfaces de glissement donc, sont des fausses articulations. L'espace de glissement sous-acromio-deltoïdien et l'espace de glissement scapulo-thoracique. On va étudier aujourd'hui l'articulation scapulo-humérale. Voici le plan du cours. On va commencer par définir l'articulation, puis on va voir les surfaces articulaires, les moyens d'union, les surfaces de glissement, donc la synoviale, un peu donc, de physiologie articulaire et vers la fin, on va terminer par l'intérêt clinique. Définition de l'articulation scapulo-humérale. C'est une articulation de la classe des diarthroses, donc de variété sphéroïde, inarthrose. Elle va unir la cavité glinoïdale de la scapula à la tête humérale. C'est une articulation à 3 degrés de liberté. Elle est très mobile, mais au contraire, elle est fragile. Les articulaires, ils sont représentés par 3 éléments. La cavité glinoïdale de la scapula, la tête humérale et le labrium ou le bourrelet glinoïdien. La cavité glinoïdale, c'est une cavité articulaire située à l'angle supéro-latéral de la scapula. Elle a une forme d'une poire, donc c'est une surface puriforme, elle est presque plane, peu concave, donc qui va s'articuler avec la tête humérale à grosse extrémité inférieure. Elle présente sur son bord antérieur une petite incissure qu'on appelle l'incissure glinoïdale. C'est le point de faiblesse de cette cavité. Elle est encroûtée par du cartilage hyalin. Elle regarde en haut, en avant et en dehors. La tête humérale est située à l'épiphyse proximale de l'humérus. Elle a la forme d'une tiers d'une sphère de 30 mm de rayon. Elle regarde en haut, en dedans et en arrière. Elle est séparée du tubercule majeur et mineur par le col anatomique. Elle est recouverte par une couche uniforme de cartilage. Elle fait un angle cervico-diaphysaire à peu près de 130 degrés. Le glinoïdien, appelé également bourrelet, c'est un fibrocartilage annulaire qui s'attache sur la cavité glinoïdale. Voilà. Son rôle, c'est d'augmenter la profondeur de la cavité glinoïdale pour permettre une meilleure adaptation avec la tête humérale. Le labrium, il a une forme prismatique triangulaire avec 3 faces. Une face axiale, latérale, qui est encroûtée de cartilage. Une face périphérique qui va être adhérente à la capsule. Et une troisième face médiale adhérente à la cavité glinoïdale. D'union, ils sont représentés par la capsule et les ligaments. On a les ligaments passifs et les ligaments actifs. Premièrement, la capsule articulaire, c'est un manchon fibreux de forme conique à base humérale qui va s'attacher sur la scapula et l'humérus.
Elle s'insère sur le limbus glénoïdal de la scapula, sur le col anatomique de la tête humérale et sur la face périphérique du labrium. Voici la capsule en verre. Donc, elle s'attache sur le limbus glénoïdal et sur le col anatomique de l'humérus. Les ligaments passifs. Premièrement, le ligament coraco-huméral. Le plus résistant, il est composé de deux faisceaux avec une origine commune. L'origine, c'est le processus coracoïde. Et la terminaison, il va se terminer par deux faisceaux trochantérien et trochantinien, donc sur le tubercule majeur et le tubercule mineur. Les deux faisceaux du ligament coraco-huméral sont reliés entre eux, formant le ligament huméral transverse. Ce ligament huméral transverse, il va passer en pont au-dessus du sillon intertuberculaire qui va le transformer en un canal ou un tunnel pour le passage du tendon du chef-long du biceps. Ligaments gléno-huméraux. Ils sont en nombre de 3, supérieur, moyen et inférieur. Ils s'insèrent sur le labrium et le col de la scapule. Et se termine, donc pour le supérieur, il va se terminer au-dessus du tubercule mineur. Pour le moyen, il va se terminer sur la partie inférieure du tubercule mineur et l'inférieur, il va se terminer au niveau du col chirurgical. Voici les 3 ligaments gléno-huméraux qui renforcent l'articulation scapulo-humérale en avant. Donc le gléno-huméral supérieur, le gléno-huméral moyen et le gléno-huméral inférieur. Diapo, on voit les différents ligaments. Donc on a le premier ligament, c'est le ligament coraco-huméral, le supérieur et le plus puissant, donc avec ses deux faisceaux, supérieur et inférieur. Le ligament transverse, donc qui transforme le sillon intertuberculaire en un tunnel pour le passage du tendon du biceps. Les 3 ligaments gléno-huméraux, supérieur, moyen et inférieur. Et également ici, on voit un ligament qui va maintenir l'articulation scapulo-humérale. C'est un ligament donc scapulo-scapulaire, c'est le ligament coraco-acromial. Ces 3 ligaments, ils vont délimiter entre eux 2 interstices. Donc le foramen ovale entre le supérieur et le moyen et le foramen de Rouvière, ou on l'appelle également l'orifice sous-coracoïdien entre le moyen et l'inférieur. À ce niveau, la capsule est mince et laisse passer la tête humérale dans les luxations antéro-inférieures. En arrière, la capsule elle est renforcée par un seul faisceau ligamentaire, qu'on appelle le ligament coraco-glénoïdien. Il est tendu de la partie postérieure du bord latéral du processus coracoïde et va se terminer sur le bourrelet glénoïdien. Les ligaments actifs, ce sont les muscles qui entourent l'articulation et vont stabiliser la tête humérale, surtout au cours de l'abduction. Principalement, c'est les muscles deltoïdes. Également, on a les tendons des muscles de la coiffe des rotateurs. Ces muscles-là, ils sont représentés par donc, le muscle subscapulaire, le tendon du long biceps, le muscle supraépineux, infraépineux et petit rond. Les moyens de glissement sont représentés par le cartilage articulaire et la membrane synoviale. Cette membrane synoviale, c'est un tissu conjonctif qui va tapisser la face profonde de la capsule. Il sécrète un liquide qu'on appelle le liquide synovial. Le liquide synovial, il a un rôle de lubrifiant. Il va lubrifier les surfaces articulaires et il va nourrir le cartilage. Également, la membrane synoviale, donc elle va engainer le tendon du chef-long du biceps et au niveau de la partie inférieure de l'articulation, elle est relevée par des fibres récurrentes, donc qu'on appelle les freins capsulaires. Le mécanisme articulaire. L'articulation scapulo-humérale, c'est une articulation très mobile
à 3 degrés de liberté. Elle va faire toutes sortes de mouvements dans les 3 plans de l'espace. Elle va faire la flexion-extension, donc l'antipulsion-rétropulsion, l'adduction-l'abduction et les mouvements de rotation. Les mouvements de flexion-extension, ils se font dans un plan sagittal autour d'un axe transversal. Le mouvement de l'abduction et adduction, ils se font dans un plan frontal autour d'un axe antéro-postérieur. Mouvement de rotation, ils se font dans un plan transversal autour de l'axe vertical. Et on a le mouvement combiné, la résultante de tous ces mouvements-là, c'est ce qu'on appelle le mouvement de surconduction.